On est en 2020 et on a plein de bonnes résolutions puisque vous aurez remarqué que les vidéos ne sont plus en retard depuis quelques temps. Alors je ne promets pas que ça dure toute l'année, mais en tout cas on s'est vraiment promis de faire les efforts pour que les vidéos sortent à temps à chaque fois. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de iComics. Ça fait 1000 ans qu'on s'est pas vu, je sais, je vous dis ça à chaque fois, mais là il y a des circonstances atténuantes puisque une petite pandémie mondiale dont vous avez peut-être entendu parler nous a empêchés de venir au bureau déjà, donc c'était pas trop possible de faire des vidéos. On aurait pu faire des trucs sur un ordi portable et tout, mais le but c'était quand même de le faire avec ce superbe matos et ce superbe assistant, puisqu'aujourd'hui c'est pas Jean-Victor qui est derrière la caméra et je tairai son identité pour des raisons éthiques. Pas du tout. Bon, de toute façon, vous saurez bien vite qui c'est. Vous imaginez bien que depuis février, date de la dernière vidéo, si je dis pas de bêtises, on a sorti pas mal de bouquins. J'ai beaucoup de bouquins à vous présenter du coup. Certains que vous avez découverts avant moi en librairie ou dans votre boîte aux lettres, puisqu'en fait, moi, je les ai découverts qu'il y a 2 semaines, quand j'ai pu enfin revenir au bureau ici. En plus de ça, de ces 5 sorties du coup que j'ai à vous présenter aujourd'hui, et de cette 6e sortie dont on reparlera très très vite, j'aimerais vous parler de 2-3 autres sujets. Les Tortues Ninja, évidemment, comme à chaque vidéo, vous le savez bien. Et puis un petit peu de Brajlon aussi, parce qu'il y a des bouquins Brajlon que j'ai envie de vous présenter. Bref, je perds pas de temps, je commence tout de suite en remontant en mars dernier avec un bouquin qui est cher à mon cœur. C'est Magic the Gathering, Chandra. Chandra, comme son nom l'indique, pour les joueurs de Magic ça va sembler évident, mais pour les autres je vais donner un petit peu de contexte. C'est l'histoire de Chandra. Chandra, c'est qui? Chandra, c'est une Planeswalker. Alors, pour les vieux joueurs de Magic, vous allez me dire, mais c'est quoi une Planeswalker là? De quoi tu parles? Nous, à l'époque, c'était traduit en français. Hein. Pas au début, mais après, c'était traduit en français. En fait, les Planeswalkers, c'est des sortes de cartes spéciales, déjà, au sein du jeu Magic, hyper puissantes et qui ont des pouvoirs complètement abusés avec un gameplay un petit peu à part et tout. Mais on n'est pas là pour vous parler de Magic. Vous pouvez aller sur la très bonne chaîne YouTube Magic C'est Chic, si vous voulez tout savoir sur le jeu de cartes. Chandra, c'est une des héroïnes, en fait, parce que les Planeswalkers, c'est un peu ces grands héros de l'univers Magic, héros ou pas d'ailleurs, puisque certains Planeswalkers sont des méchants aussi, qu'il y a des Planeswalkers qui sont des dragons par exemple, dont Nicol Bolas, le dragon qui a le meilleur nom de l'univers. Mais aujourd'hui on va s'attarder sur Chandra, donc Chandra qui est une pyromancienne, comme la couverture vous l'indique, et comme Harvey Tolibao l'a bien dessiné. C'est simple, Magic, donc c'est une nouvelle licence chez iComics, enfin pas tout à fait, puisque Magic découle de Hasbro, D&D et tout ça, donc on avait déjà, vous le savez, des histoires de D&D, que ce soit avec Rick and Morty ou avec les aventures de Drizzt, adaptées des romans de R.A. Salvatore. Mais bon, Magic, c'est quand même vraiment un univers à part en soi et tout, qui a ses propres règles et qui pendant longtemps a manqué de lore. Moi quand je jouais Magic quand j'étais petit, à l'époque Tourment Carnage, n'est-ce pas, pour les vieux, je me plaignais de ne pas pouvoir connaître l'histoire de Kamal par exemple, qui était une carte verte qui devenait rouge, ainsi de suite, ou peut-être l'inverse d'ailleurs. Et en fait je pleurais parce que les romans Magic, c'était un peu une trouvaille très difficile à faire. Là il faut savoir que chez Brajlon Group, on a aussi les romans Magic justement à côté, et ces petites déclinaisons en comics qui sont proposées par IDW en VO et qu'on vous traduit en français. C'est donc, comme je le disais, dessiné par Harvey Tolibao, dessinateur de X-Men notamment chez Marvel, et puis écrit par Vita Ayala, scénariste aussi chez Marvel, et DC, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est franchement joli, c'est une aventure qui est somme toute classique, je ne vais pas vous vendre la plus grande révolution de la narration de tous les temps, mais elle se paye quelques très belles planches. Alors le plus simple, c'est de vous montrer les très belles pages de garde, puisqu'en fait elles sont extraites d'une planche, c'est même une case, c'est même pas une planche en tant que telle. Et puis j'ai envie de dire, ça envoie du feu, hein, tout simplement, sans mauvais jeu de mots, avec du règlement de compte. Ce qui est cool pour les joueurs de Magic, c'est qu'en fait vous allez avoir plein de sorts, plein de personnages, plein de petits mobs aussi que vous avez croisés et que vous croisez dans le jeu quand vous jouez. Et ça donne du contexte en fait sur qui est Chandra, ce qui est bienvenu, n'est-ce pas, puisque il y a une série animée Magic the Gathering qui est en préparation chez Netflix par nos 2 amis dont j'ai perdu le nom qui ont fait Avengers, les frères Rousseau, merci, qui du coup vont adapter l'histoire des Planeswalkers. Et donc Chandra étant sûrement, je pense pas trop m'avancer, mais vous me corrigez les Magicos si je dis une bêtise, la Planeswalker la plus connue, un petit peu la tête de proue de l'univers, et donc on la reverra
effectivement dans la série Magic. Elle était d'ailleurs sur le key art où on voyait les différents Planeswalkers qui allaient être impliqués. Je ne m'attarde pas plus sur Magic, pouvez aller le découvrir en librairie, c'est 15,90€, c'est dispo partout, c'est même dispo dans les magasins de jeux où vous jouez au Magic et où vous tapez le carton comme on dit. Donc voilà, n'hésitez pas à lire, à me dire ce que vous en pensez. C'est un bouquin, on va pas se mentir, qui a souffert à mort du Covid parce qu'il est sorti littéralement le mercredi du confinement. Donc on a été confiné le mardi si j'ai pas de bêtises et le lendemain sortait Magic. Donc évidemment il a connu un départ pour le moins pas tellement sous le feu des projecteurs parce que on avait un peu d'autres choses à faire à l'époque comme survivre, c'était pas mal aussi. Mais vous pouvez toujours lui donner sa chance aujourd'hui, il est dispo partout et tout, c'est un peu un deuxième lancement et il n'est pas exclu que d'autres choses de l'univers de Magic arrivent chez iComics. Deuxième bouquin, on reste dans les tons chauds, et vous noterez que bam, ça fonctionne bien ensemble. Pour une raison toute simple, ils sont sortis en même temps. Et Coyote, donc de Sean Lewis, que j'aime beaucoup, lisez The Few, qui est une histoire en 2 tomes, c'est le tome 2, qui donc va se conclure ici, avec cette super couverture qui n'est pas la même qu'en VO, vous noterez, dessinée par Kathleen Yarsky, dont vous découvrez en avant-première mondiale, désolé, c'est un peu déconstruit cette vidéo, mais comme d'hab, vous avez l'habitude, les coulisses de la création, puisque Kathleen a été OK pour nous prêter les photos de ses modèles. Les modèles étaient OK aussi, on a fait ça bien, pour voir quel modèle photo a été utilisé pour ses dessins. Et donc en fait, vous avez la recréation de la couverture ici, dans une cuisine américaine, n'est-ce pas? Ce qui est toujours plutôt rigolo. Et en fait, tous ces petits bonus sont assez chouettes. Là, vous avez celle-ci aussi qui est trop bien, en mode tiens, le patriarcat, prends ça dans ta grand-mère. Et puis un peu de noir et blanc et tout, parce que le dessin de Kathleen est super beau en noir et blanc. Que vous dire sur Coyote sans rien spoiler? C'est toujours une série hyper féministe, c'est toujours une mise en abîme du combat face au patriarcat. Il y a beaucoup plus d'action dans ce tome 2, et comme je l'ai souvent dit aux lecteurs qui m'avaient dit « Ah, avec le tome 1, j'ai pas trop compris où vous voulez en venir et tout », le tome 1 peut vraiment pas s'apprécier sans le tome 2. C'est peut-être un défaut, mais sur une série en 2 tomes, j'ai tendance à penser qu'on peut faire l'effort d'avoir la série complète en achetant le second. Et en fait, là, vous avez un truc qui est vraiment très conclusif, qui laisse très peu de portes ouvertes, et qui, surtout, est beaucoup plus dans l'action, dans l'action tout bêtement, quoi. Alors après, faut vraiment que le terrain est miné, alors je veux vraiment faire attention à pas spoiler, mais la partie légende mexicaine est vachement plus en place aussi. Je sais pas trop. Ah si, ce que je peux vous dire, c'est que ça a été traduit par un certain Cédric que vous connaissez tous, puisque c'est Cédric Callas, aussi connu sous le nom de Commis des Comics, n'est-ce pas, qui a fait un super boulot sur ce tome, et je tiens à le remercier, que vous reverrez chez iComics sur des traductions dans le futur, je vous le promets, et qui vraiment a fait un taf qui a rendu hommage à Sean Lewis. Vous savez, Sean, c'est un de mes chouchous, c'est un auteur que je défends et dont on publie toute la biblio chez iComics, et Coyote est un passage obligé, et j'ai hâte de retrouver les 2 artistes sur Bliss, qui est leur nouvelle série Image Comics qui commence à sortir là tout juste, et qui arrivera en français, quand ça arrivera, puisque c'est trop tôt pour parler de 2021, il y a plein de trucs à voir aujourd'hui. Dans le désordre, non, on va faire comme ça, ce sera dans l'ordre. Pocket Mortys, vous le connaissez, c'était notre FCBD l'année dernière. Vous aviez le chapitre 1 qui vous était offert au Free Comic Book Day, donc il y a un peu plus d'1 an maintenant, puisque c'était en mai 2019, alors qu'on parlera du Free Comic Book Day qui n'a pas encore eu lieu, qui sera le 3 juillet 2020, samedi. 4 juillet, samedi 4. Pocket Mortys, donc, comme son nom l'indique, et comme la couverture l'indique assez bien, je pense, avec ce spoof de logo, c'est une parodie de Pokémon dans l'univers de Rick and Morty, c'est un one-shot, c'est autocontenu, c'est dessiné par Mark Ellerby, qui est dessinateur de Rick and Morty, donc vous ne serez pas perdu graphiquement par l'univers qui vous est présenté. C'est-à-dire que c'est vraiment le dessinateur phare de la série, donc c'est littéralement la même chose. Et c'est n'importe quoi. C'est mon titre Rick and Morty préféré avec Donjons et Dragons. Donc certes, je suis un peu trop fan des spin-offs Rick and Morty par rapport à la série régulière. Mais pour le coup, c'est vraiment, vraiment hilarant. Ça va très loin. D'ailleurs, la série régulière va de plus en plus loin aussi, donc c'était vraiment plus les débuts de la série régulière qui étaient trop gentils selon moi par rapport à l'univers de Rick and Morty, mais là, notamment parce que aussi la série télé a pris le pli de vous montrer 1 milliard de Morty et de Rick différents. Là, on est en plein dedans, du coup c'est des Morty évolutifs, avec des Morty Balls et tout, et il s'avère qu'il y a quelques twists par rapport à qui est le méchant, machin et tout. C'est vraiment écrit comme une énorme connerie, et en fait ça se lit comme une sorte de thriller un peu road trip, truc d'escapisme,
c'est n'importe quoi. Il y a des références à Star Wars au milieu de cases, on sait pas trop pourquoi. Un coup ils sont sur Endor, un coup ils sont ailleurs et tout. Il y a Morty mouche dans les yeux, qui est mon Morty préféré personnellement, s'il voit rien parce qu'il a des milliards de mouches dans les yeux. On retrouve évidemment toute la famille et tout. Et comme d'hab, le Morty Hulk aussi pas mal avec son t-shirt faux envoyé du steak. Voilà, c'est vraiment de la giga bêtise à la Rick and Morty. Vous le savez, ça cartonne en ce moment avec Rick and Morty saison 4 sur Netflix. C'était aussi diffusé sur Adult Swim qui a déjà la partie 2 pour les plus pressés d'entre vous. Et je pense que c'est le meilleur prolongement de vos épisodes de la saison 4. Si ce n'est, du coup, quelle transition, n'est-ce pas, Rick and Morty Tome 8 qui est sorti il y a 2 semaines, si je vous dis pas de conneries, ou qui sort dans 2 semaines, je sais plus. Je suis tellement perdu, parce qu'en fait on a modifié toutes les dates de sortie là, ces derniers temps avec le Covid, que je sais plus s'il est déjà en librairie ou pas. Mais dans tous les cas, non, il n'est pas encore sorti. Non, il n'est pas encore sorti, il doit sortir là, au mois de juillet. Il devait sortir du coup au mois de juin, mais il est enfin là. Rick and Morty Tome 8, avec on aurait peut-être dû le décaler à Halloween en fait, vu la couverture, on l'a mal senti celui-là, qui est donc toujours écrit par Kyle Starks, scénariste qui a vraiment relancé la série, il est arrivé au tome 4, si je vous dis pas de bêtises, avec aussi Mark Ellerby au dessin d'ailleurs, donc oui, ça c'est du Mark Ellerby, qui a le chic d'avoir 5 chapitres plus un chapitre bonus, et donc pour 15,90€, le même prix que d'habitude, qui est bien goulu, et où vous avez de la bonne dégueulasserie. Il y a un chapitre sur Jerry qui est à mourir de rire, comme à chaque fois qu'il y a Jerry, enfin moi je pense vraiment que c'est mon perso préféré. Il y a aussi le Rick, comment il a été traduit, le Rick Fiontouze, c'est une ventouse de fion, littéralement. Donc c'est bien plus hardcore que le cornichon. Et puis ce qui est marrant, c'est que ce tome-là est sorti en même temps que la saison 3, et en fait du coup vous avez des nœuds avec certains épisodes de la saison 3, contrairement au début où les comics étaient vraiment presque totalement à part. Là vous avez des espèces d'allers-retours et tout avec des trucs que vous voyez. Évidemment Beth est encore une ado manipulatrice, comme d'hab, j'ai envie de dire, c'est un peu son rôle. Et puis il y a pas mal de persos, donc je vous disais, qui s'entrecroisent ça et là. Voilà, après c'est un Rick and Morty tome 8, donc en fait c'est avant le tome 9 et après le tome 7, je vais pas vous mentir. Mais pour ceux qui kiffent la recette et Kyle Starks depuis son arrivée, voilà, c'est du bon matos. J'ai pris vraiment un bon petit moment à la relecture et tout, donc voilà, Rick and Morty tome 8, qui sort bientôt. Du coup, là, il sort bientôt. Mon assistant me fait « ouais, peut-être », alors que je croyais qu'il avait vérifié sur internet. Toujours du côté des tomes reliés, on a Tortue Ninja tome 10 avec sa magnifique couverture et son très beau titre, De l'ordre et du chaos. Matteo Santoluco fait une pause, du coup, donc vous allez le voir, c'est Michael Dialinas et Kev Garing qui sont au dessin. C'est surtout Michael Dialinas. Donc c'est pas du Santoluco au dessin, on ne va pas se mentir, mais c'est un tome qui est à la fois un aftermath du coup de Vengeance, puisque Vengeance c'était les tomes 8 et 9, vous le savez, et qui du coup fait suite au méga cliffhanger, méga changement de statu quo de l'univers Tortue. Donc en fait, c'est pas une respiration comme on avait eu avec Northampton juste après la chute de New York. On reste dans l'espèce de souffle épique de Vengeance parce que les Tortues ont été trahis, entre guillemets, par un personnage qui leur est cher et vont devoir composer avec cette nouvelle configuration. Toujours en pouvant compter effectivement sur Kitsune, sur April, sur Kaza et tout ça, mais avec des nouveaux enjeux, des nouveaux alliés aussi. En fait, dans leur trahison, ils ont peut-être gagné des nouveaux alliés qui n'en sont pas vraiment, et ainsi de suite. En gros, c'est de l'ordre et du chaos, c'est vraiment le début de la deuxième partie des Tortues Ninja de Tom Valls. Vous le savez, Tom Valls a quitté la série après le numéro 100 en VO, Vengeance c'était le numéro 50. Donc maintenant c'est Sophie Campbell en VO avec un gros twist sur le nombre de tortues présentes qui a repris l'écriture et le dessin. Et Tom Valls a vraiment découpé son run à lui en 2 parties, pré-vengeance et post-vengeance, autour de Shredder, autour de Krang, autour de Splinter, autour d'autres persos. Et après avoir fait vivre des aventures pas faciles à chacune des tortues à peu près à intervalles réguliers, il décide de les ramener ensemble et de les faire travailler ensemble par rapport à cette union sacrée qui ne l'est peut-être pas tant que ça et qui en fait va nous amener complètement jusqu'au numéro 100, donc à peu près le tome 18. Donc on est reparti vraiment pour un grand second arc. Si on devait faire un omnibus, il y aura un omnibus comme ça, un omnibus comme ça, qui s'accompagnera d'un one-shot dont je tairai le nom parce qu'il spoil un petit peu, de Matteo Santoluco qui est absolument incroyable, d'un numéro 100 qui l'est tout autant,
Et puis entre-temps, il y a un milliard de trucs ultra cool. Il y a un super chapitre sur Michelangelo qui est déjà sur la couverture là. Michelangelo à Noël, je crois que c'était le numéro 73, si je dis pas de bêtises, dessiné par Matteo Santoloco, qui est petite merveille. Et puis les tortues continuent. Et je vais en profiter pour faire le point maintenant d'ailleurs sur cette question, puisque vous le savez, il y a 2 jours, on est mercredi, je vous ai fait j'ai pas fait un thread, mais en tout cas, c'était pas un appel non plus, mais j'ai expliqué un petit peu la situation des tortues aujourd'hui sur le marché. C'est la série qui a le plus souffert du Covid chez nous, à part Magic, mais c'est pas encore tout à fait une série, puisque sur Tortue, on a des lecteurs très fidèles, vous sûrement qui regardez cette vidéo, et je vous en remercie 1000 fois. Et je vous remercie déjà 1000 fois du soutien que vous nous montrez depuis 2 jours et de la tonne d'appels justement que vous avez fait aux gens autour de vous de commencer la série. J'ai vu passer une vingtaine de personnes qui ont commencé la série ces dernières 24 heures grâce à vos messages, donc putain de merci. Pour vous donner un peu de contexte, sur les Tortues, on a toujours le même nombre de lecteurs fidèles, vous êtes à peu près 1500, on sait qu'on peut compter sur vous à chaque fois. Mais on n'arrive pas à percer la couche du grand public. Peut-être parce que, contrairement à Rick and Morty, on n'a pas eu de film Tortue ou d'animé Tortue encore. Un animé Tortue a été annoncé hier sur le site de ce monsieur. Peut-être que ça va aider à changer petit à petit. Peut-être que Netflix aussi nous aidera à changer des choses. Peut-être que le live action, qui n'est pas encore tout à fait annoncé, mais même si on sait qu'il est en pré-prod, viendra aussi changer des choses si c'est bien fait. Encore une fois, si c'est bien fait, et si l'image des tortues sort de ce carcan enfantin et très série animée des années 90, parce qu'en fait, Tortue souffre d'un syndrome qui est le syndrome Barbapapa, c'est-à-dire que c'est perçu comme un truc de trentenaire régressif, qui veut en gros retourner à ses doudous, alors que pas du tout. Et vous qui lisez la série, vous le savez, donc désolé pour la répétition, mais ce Tortue-là, cette série-là de Tortue, qui donc commence par ici, avec le gros tome 0, le gros et beau tome 0 avec la couverture inédite de Matteo Santoloco pour la France, le tome 1, le tome 2 et l'histoire secrète du clan foot, tout ça c'est du Matteus, à part le tome 1 du coup. C'est évidemment beaucoup plus adulte que les préjugés que les gens peuvent avoir. Je dirais ado-adulte, parce que c'est pas non plus tout à fait des thématiques 100% adultes, on n'est pas sur un drame social et tout, mais c'est quand même pas tellement pour les enfants. Et c'est pas non plus pour les mecs qui veulent un trip régressif. C'est la version, pour moi, définitive des Tortues, que ce soit dans les origines de Kazé, du clan foot, de Krang, des neutrinos, de tous les autres mutants, les mutanimals et tout ça. C'est la somme de tout ce qu'a fait Tortue depuis sa création sous les crayons de Kevin Eastman et Peter Laird dans les années 80, qui paraissent par ailleurs dans Tortue classique, ce qui fonctionne paradoxalement mieux que la série régulière. Et donc j'invite tout le monde, si vous êtes lecteur de iComics d'autre chose que Tortue Ninja, croyez-moi, vous pouvez aimer Tortue Ninja, même si vous êtes là pour les titres indés, pour les titres plus politiques, pour les titres plus, plus féministes et tout ça. Vous pouvez aimer Tortue Ninja, je vous jure. Il y a des valeurs hyper saines là-dedans, c'est universel. C'est juste du pur bon comics. Honnêtement, depuis Ultimate Spider-Man, j'ai pas vu une seule série qui tient aussi bien sur la durée, qui envoie 100 numéros, où il n'y a presque rien acheté. L'écriture de Tom Valls en espèce d'écriture chorale, où tous les arcs en fait s'entremêlent plutôt que... Certes, il y a des méga crossovers à la chute de New York ou à la vengeance et tout, hein, je dis pas, mais sinon tous les arcs avec les vilains s'entremêlent les uns les autres. Krang, ça se fait en 3 fois, mais entre-temps, il rencontre Shredder sur la fameuse île et ainsi de suite. Mais en fait, en vrai, le plan de Tom Valls, il est fou, quoi. Et ce qu'il a fait, c'est sous-estimé à échelle mondiale, parce qu'il y a le même problème aux États-Unis. Cette série ne rencontre pas assez de succès par rapport à ses qualités. Et le paradoxe, c'est que tous les gens qui la lisent, et tous les youtubeurs que sont... je vais pas citer de nom parce que sinon je vais faire des jaloux et je vais forcément oublier les gens, mais merci à tous les youtubeurs du coup qui nous soutiennent, et en fait en gros quasiment tous les gros youtubeurs comics en France, et même moyens et petits et ainsi de suite. Je vous jure, on leur a pas donné un euro. Si tout le monde vous dit que c'est la meilleure série super-héroïque sur le marché en ce moment, c'est pour une raison. Donc voilà, je sais pas comment vous convaincre au-delà de ça. Vous qui partagez depuis 2 jours les messages de lisez les tortues, c'est mortel et tout, et merci du fond du cœur parce que vous le faites encore mieux que moi. Et puis j'espère que par vos messages et par peut-être Power Rangers Tortue Ninja qui sortira en octobre, et par peut-être d'autres sorties qui viendront, les TMNT Universe, les Lastronine, j'ai failli le dire, le nom du truc qui spoil. Peut-être que par ces bouquins-là, on arrivera à recruter à chaque fois un petit peu. Il manque que 500 lecteurs sur Tortue Ninja. Quand je vois le nombre de lecteurs qu'on a sur Rick and Morty, ça me fait flipper de me dire qu'il manque que 500 lecteurs, alors qu'on en a 30 fois plus sur Rick and Morty, et encore, même plus que ça. Voilà. Si vous faites partie de ces 500 personnes, je vous jure, venez, vous ne serez pas déçus. Si vous voulez trouver le tome 0, il y a une astuce. Soit vous allez sur le groupe Facebook TMNT Comics France, coucou l'équipe, qui sauront vous aiguiller sur les différents libraires qui en ont encore ou pas.
Vous passez un coup de fil, les 3/4 des libraires font de la vente par correspondance et sont contents de vendre un beau pavé à 50 €. Ne jouez pas le jeu de la spéculation, parce que j'ai vu des bouquins, des TMNT 0 partir à 200 €. Ne faites pas ça. Vous pouvez encore le trouver dans certaines librairies. Le site dont il ne faut pas dire le nom du monsieur qui sera le premier trillionnaire de l'espèce humaine en remet des fois sans qu'on comprenne trop comment ni pourquoi, mais ils sont livrés in fine, donc c'est ce qui compte pour vous, à prix neuf, à prix 49,90, ce qui reste moins cher que les 4 tomes unitaires qui forment l'omnibus. Et surtout, vous avez l'appli Bubble qui recense les libraires qui en ont encore en stock. Donc maintenant que je vais le dire, il y en avait 8 la dernière fois qu'on a regardé. Donc maintenant que je vais le dire, foncez, parce que les 8 risquent de partir vite, et qu'après ça va être très dur de le retrouver. Que comme vous le savez, si on a trop peu de lecteurs, on va évidemment pas le réimprimer, parce qu'on a déjà imprimé plus de 1500 exemplaires de ce tome. Mais si on n'a pas plus de lecteurs, on va pas en remettre 1500 sur le marché, alors qu'il y a littéralement pas une seule personne en plus qui va l'acheter. Donc foncez maintenant si vous voulez vous lancer. J'ai peur que la série doive passer en vente directe à partir de l'année prochaine pour continuer à en sortir 4 volumes par an. Ça ne changera rien pour vous qui l'achetez chez votre libraire, il suffira juste de le précommander et puis en fait, ou votre libraire qui sait que vous le prenez prendra la quantité idoine et puis après vous le vendra, vous le mettra de côté ou peu importe. En revanche, ce sera beaucoup plus dur pour les libraires d'en recommander. Il n'y aura pas des flux et des stocks automatisés comme c'est le cas de plein d'autres sorties. Donc, ce sera plus chaud de commencer la série à moyen terme. Sauf si aujourd'hui il y a un élan énorme de nouveaux lecteurs qui débarquent, et je nous le souhaite, auquel cas on pourrait réimprimer tome 0, tome 1, le tome 1 ça va, il est encore assez large, mais puis il est vendu à 6 € dans plein de librairies le tome 1, donc profitez-en. C'est pas du tout le meilleur, c'est peut-être même le moins bon de la série, ce qui explique en partie pourquoi on a raté notre départ, mais à 6 €, en vrai, on peut pas le donner non plus. Toujours est-il que commencez maintenant si vous n'avez pas commencé, parce qu'après ça va devenir plus chaud. Et puis continuez à soutenir, j'espère qu'un jour ça changera et qu'un jour ce sera juste une mauvaise période, c'est 2 années et demie à ne pas bien vendre les tortues et à perdre de l'argent, parce que nous on perd de l'argent quand on fait des tortues comme ça, donc voilà. Et puis vous pouvez aussi commencer par là. Si vous êtes plus justement dans le délire « Oh moi les tortues ça m'emmerde, les 4 tortues dans les égouts et tout, c'est pour les enfants machin », lisez l'histoire secrète du clan foot. C'est l'histoire de Shredder, de pourquoi il est si méchant, comme Orangina Rouge, et ça tue, c'est les débuts de Matteo Santoluco. Alors il n'a pas le niveau complètement stellaire qu'il a atteint après, mais il a quand même un très gros niveau, et puis ça vous permet, tout le monde aime Shredder. En vrai, Shredder, c'est un vilain qui est rentré dans l'histoire de la pop culture, parce qu'il est juste trop cool, le design il est imparable et tout. Donc voilà, l'histoire secrète du clan foot, ça se trouve encore. Pareil, ça se trouvera plus au bout d'un moment, et il faudra pas venir nous taper dessus. Hein. On prévient depuis le début, j'espère que vous vous rendez compte qu'on est en transparence depuis le début. C'est pas facile de vous dire tout ce que je vous dis, sur les manques de lecteurs, tout ça. Je suis pas sûr que beaucoup d'éditeurs viennent mendier comme ça de l'aide. Moi en l'occurrence, c'est parce que je trouve que s'il y a bien une série qui le mérite chez iComics, c'est Tortue Ninja. Et que j'ai lancé un pari avec mon boss à l'époque en disant qu'on en vendrait autant que des Rick and Morty. Je peux vous dire que le pari il est bien perdu. Je compte jamais le gagner, mais si je peux me rapprocher un petit peu quand même, ça m'arrangerait. Voilà pour les tortues. Donc le tome 10 est en librairie, vous avez tout ça à rattraper, vous avez les micro-séries qui arrivent dans le crowdfunding bientôt, vous avez le planning 2021 qui sera bientôt annoncé, confirmé, ainsi de suite. Évidemment il y a beaucoup de bidouilles en ce moment, on discute avec Nickelodeon, on essaie de trouver des partenariats, des trucs pour mettre la série en avant et tout ça. Voilà, je compte sur vous, et puis merci derrière toutes ces petites paroles catastrophistes, de tout le soutien que vous amenez, c'est que de l'amour vraiment, et vous reconnaissez si vous faites partie des gens qui soutenaient là depuis 2 jours comme des fous, qui soutenaient depuis 2 ans pour les autres. Allez aussi, si vous êtes un peu perdu avec la licence Tortue Ninja, si vous avez peur de ne pas vous y retrouver, vous avez Tortue Ninja France qui fait un super boulot, c'est sur Facebook, c'est sur Twitter, c'est le Tortupédia aussi, le site internet qui est hyper bien foutu, vous avez toute la continuité et tout ça. Et puis vous avez plein de fans qui sont prêts à vous aider, parce que si on a une chance, c'est qu'on n'a peut-être pas la plus grosse communauté du monde, par contre on a quand même vraiment la meilleure communauté. Personne n'est jamais toxique. Si vous avez une question à poser, il n'y a pas de question bête, les gens seront là pour vous répondre, les gens seront là pour vous expliquer ce qui se passe. Si vous voulez commencer au tome 2 et 3, je vois beaucoup de gens qui font ça parce que c'est la chute de New York, donc c'est direct un crossover, c'est direct Matteo Santoluco, c'est très beau. Il y a, on peut le dire maintenant, il y a prescription, Dark Léo, juste ça devrait vous donner envie de commencer, face à Shredder et tout ça. Vous pouvez le faire. Si vous avez peur de ne pas comprendre ce qui se passe avant, vous avez plein de résumés sur le Tortupédia et tout ça, vous avez plein de gens qui sont prêts à vous aider. N'hésitez pas en tout cas, et puis moi c'est pareil, je suis sur Twitter, je suis sur Facebook et tout ça, je suis prêt à répondre à vos questions, je crois que je le fais au maximum, donc voilà, je continue avec plaisir. Et enfin, dernière sortie iComics. Avant de passer aux petites sorties Brajlon,
il est là, il est beau, il est fin. C'est vrai, mais il est gratuit, puisque c'est le Free Comic Book Day 2020. Le Free Comic Book Day 2018, c'était la micro-série Leonardo. Le Free Comic Book Day 2019, c'était Rick and Morty, Pocket Morty, que je vous montrais juste là. Et le Free Comic Book Day 2020, pour la première fois, c'est un titre indé. Vous savez que les titres indés, c'est ce qui compte beaucoup pour moi avec Tortue Ninja dans le catalogue iComics. C'est Invisible Kingdom, un titre de J. Willow Wilson, donc il y a très connu pour avoir créé le personnage de Kamala Khan, la nouvelle Miss Marvel, chez Marvel, aussi pour être la première femme musulmane scénariste de comics, en tout cas reconnue comme telle, parce que j'imagine qu'il y a eu d'autres femmes musulmanes scénaristes de comics auparavant. Je voudrais pas lui jeter de discrédit, c'est comme Wonder Woman qui s'accapare le titre de premier film de super-héroïne, ce n'est pas vrai. Dessiné par Christian Ward, qui a aussi dessiné Black Bolt chez Marvel, super dessinateur qui avait fait Infinite Vacation à l'époque avec Nick Spencer, un mec que moi j'adore, qui est dans le high concept à mort et tout, qui fait une super couverture variante de 10 Savage Shores et qui fait une super couverture variante d'un titre de 2021 qu'on vous annoncera bientôt. J'ai failli faire une boulette encore. Pourquoi avoir choisi Invisible Kingdom ? Déjà parce qu'il est nommé pour 4 Eisner Awards, dont meilleure série, meilleur scénariste, meilleur dessin et meilleur quelque chose, je ne sais plus lequel. Parce que c'est un titre différent, parce que c'est un titre hyper engagé politiquement. C'est un titre qui parle de féminisme, de religion, de politique et de capitalisme. Et en même temps, c'est pas du tout le titre de gauchiste de base, pardonnez-moi l'expression, parce que c'est pas un titre hyper revendicatif, c'est un titre qui dresse des constats, dans un univers évidemment fantasmé, qui est un univers science-fictionnel, qui est hyper beau. S'il est nommé pour le meilleur dessin, c'est parce que l'ambiance, c'est juste absolument de la folie. Il y a trop de trucs à montrer, mais il y a des plans de ouf. En gros, c'est le destin croisé d'une nonne de l'espace et d'une sorte de smuggler à la petite semaine, enfin de Han Solo à la petite semaine, qui toutes deux vont se retrouver, non pas dans une conspiration, parce que c'est pas vraiment l'enjeu, mais vont découvrir que la vérité leur est cachée. C'est presque une conspiration du coup, vous me direz, mais pas tout à fait. Et vous comprendrez en lisant le premier tome, et dont en fait les destins évidemment vont s'entremêler. Et ces deux persos qui ont a priori rien à voir vont devoir collaborer pour régler divers problèmes qui sont liés là surtout à la politique capitaliste intergalactique et à l'affront qui est fait à la spiritualité dès lors que celle-ci s'organise un peu trop. C'est un peu Jésus qui arrive face aux marchands du temple et qui leur dit hey, les mecs, mes enseignements c'était pas les galeries Lafayette, cassez-vous de là. Il y a un peu de ça dans Invisible Kingdom, c'est fait avec beaucoup de finesse. En plus de ça, c'est pas rien, c'est un titre Berger Books et notre premier titre qui vient de Dark Horse Comics. Donc moi je suis très fier parce que j'aime beaucoup les gens de Dark Horse et en tant que lecteur je suis fan de Dark Horse. Je suis encore plus fan de Karen Berger, l'éditrice, la meilleure éditrice de comics de tous les temps tout simplement, et pas juste chez les femmes, meilleur éditeur de comics si vous voulez le dire comme ça, qui a ramené Neil Gaiman, Alan Moore, Grant Morrison et Warren Ellis aux comics américains, une paille quoi, qui a fait des trucs comme Watchmen, comme Sandman, des petits bouquins quoi, et qui donc a une nouvelle ligne de bouquins chez Dark Horse, dont Invisible Kingdom est clairement l'étendard. C'est pour ça que je suis hyper fier d'avoir chez iComics. Je vais pas vous dévoiler les coulisses, mais j'en ai bavé pour signer ce bouquin et l'avoir chez nous. Je pense que notre historique avec Ike Giants, avec Invisible Republic, avec tous les autres, en fait, Coyote aussi évidemment, Coyotes pardon, The Few aussi, lisez The Few, nous a aidés et ça nous a permis auprès des auteurs, auprès de Karen, auprès de l'agent et de tous les décideurs d'avoir ce titre qui était peut-être destiné à un éditeur un peu plus gros que nous. J'ai halluciné quand j'ai vu qu'il était nommé pour 4 Eisner Awards. En plus, Bitterroot, qui a à peu près le même parcours, sensiblement exactement le même parcours, est aussi nommé pour des Eisner Awards encore cette année. On ne l'a pas eu l'année dernière pour la nouvelle meilleure série, mais j'espère qu'on en aura un cette année sur une des catégories pour lesquelles il est nommé. Et voilà, l'offrir c'est pas rien, c'est pas anodin comme geste parce que je sais que beaucoup de gens vont se contenter de lire le premier chapitre et dire oh c'est bon le comics indé, 17,90 c'est un peu emmerdant, c'est un peu cher et tout ça. Moi je fais le pari que c'est suffisant pour vous convaincre d'acheter la suite. En plus, d'ici à ce que vous le lisiez, si vous le récupérez pas tout à fait le week-end prochain, il aura peut-être gagné des titres et ça permettra de mieux préparer encore sa sortie en octobre. Et puis croyez-moi que si on voulait faire venir Karen et Willow au départ à la Comic Con, qui donc n'aura pas lieu en 2020, et Christian aussi, il y a des chances qu'on le fasse
plus tard, à la sortie du tome 2 ou du tome 3, en 2021 donc, parce qu'il y a déjà un tome 2 à sortir et qui va venir vite, et qu'on y croit, mais alors là, plus que jamais, on a besoin de vous, parce qu'il y a certainement une frange du lectorat qui va pas tellement aimer ce bouquin, qui va peut-être nous bâcher pour avoir sorti ce bouquin, qui va nous traiter de frères musulmans et je ne sais quoi. Après, d'un côté, tant pis pour eux, hein, puis c'est pas grave, hein, ils vont pas tellement nous manquer. Mais vous, les lecteurs qui avez du plomb dans la tête, vous pouvez faire une vraie différence en vous intéressant à ce bouquin. Déjà, en allant le récupérer en Free Comic Book dès samedi, en parlant autour de vous, et si ça vous a plu, en l'achetant évidemment en mois d'octobre prochain. Sachant que, petit bonus, on vous a concocté avec Julie, ma formidable assistante d'édition, un petit dossier sur l'intégralité de nos indés à la fin du premier chapitre. Donc vous avez Aki Giant, Skyward, 10 Savage Shores, Pure Tuerie. Ça, j'ai hâte de la prochaine vidéo parce qu'on vous le présentera tout bientôt. On a choisi la dorure du titre et des enluminures ce matin. Gros plan de dorure, couverture 10 Savage Shores. Vous verrez, ça va être une tuerie, ça va être absolument sublime. Et c'est un des bouquins les plus importants avec Invisible Kingdom cette année, et Bitterroot qui est sorti en janvier aussi évidemment. Coyote, Bitterroot, Invisible Republic, The Few, Generation Gun, Brigands et Dragons, Maestro, Shirtless Bear Fighter, Crossed, la trilogie Warren Ellis avec Black Summer, No Hero et Super God, et puis évidemment la machine à Netflix, Lock and Key, c'est 6 tomes, et malheureusement, je viens avec une mauvaise nouvelle, vous serez les premiers à l'apprendre aujourd'hui dans cette vidéo. Le tome inédit qui devait sortir en septembre de Lock and Key ne sortira pas en septembre, c'est officiel. Alors les gens qui me suivent sur Twitter savent que j'avais très vite mis de l'eau dans le vin de nos annonces officielles, qui n'émanent pas de moi, pour dire que je le sentais pas tellement. Et en fait j'avais raison de bien le sentir puisque Joe nous demande d'attendre encore un peu pour ajouter une histoire supplémentaire. Donc ça arrivera en 2021 avec d'autres choses, notamment avec un petit crossover avec un personnage édité par Karen Berger dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est un mal pour un bien en réalité. Il y a aussi World War Key qui arrivera plus tard. Et pour nous pardonner, je ne vais pas trop en dire aujourd'hui, mais on vous a prévu une très belle surprise pour les fêtes sur Lock and Key. Un gros bébé, un format qu'on n'a pas l'habitude de faire, qui est vraiment un format de fête, qui sera bien moins cher qu'en VO, qui sortira en même temps qu'en VO. Un peu comme on fait avec les artbooks en fait, avec Spider-Man, Death Stranding et d'autres. J'espère que ça vous permettra de nous pardonner pour cet acte manqué de la sortie en septembre. Je vous avoue que moi je peux me permettre d'attendre, mais disons que pour l'année commerciale de iComics, se passer d'une nouveauté Lock and Key, c'est un petit drame quand même. Donc ça emmerde tout le monde, hein, on va pas se mentir. Mais ce sera en 2021 et puis du coup vous aurez ce beau cadeau qui n'était pas forcément prévu dès cette année, qui arrivera là à Noël ou en novembre en tout cas un petit peu avant. Et puis parce qu'en fait, pareil avec le Covid, on avait prévu des belles très grosses surprises avec Lock and Key aux Utopiales. Le Covid empêchant les Américains de voyager, et les Américains de Lock and Key ne pourront pas venir. Il est quelle heure ? Ok, je vois pas, ton écran est noir. Mais ok, parce que j'ai un train à prendre, donc il faut vite que je finisse cette vidéo. Du coup, je finis cette vidéo avec 2 sorties Brajlon, et après je vous laisse tranquille. On ressort en fait toutes les nouvelles de Lovecraft dans une nouvelle édition, avec, je sais pas si ça se voit, mais vous avez un super vernis rouge sur les titres du truc, qui se reproduit également sur le dos. Avec des super trades, notamment ici traduit par Lovecraft traduit par Maxime Ledin qui est aussi le traducteur de Lock and Key, comme c'est bien fait. C'est 6,90 pièces avec le petit rabat et tout. C'est du super boulot. Moi j'adore la jaquette minimaliste, enfin la couve minimaliste et puis tout le design minimaliste en fait du truc. Je trouve ça vraiment génial. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent à commencer Lovecraft. L'appel de Cthulhu 6,90, c'est tout fin, ça se lit vite, c'est vraiment parfait pour la plage cet été si on a le droit d'y aller. Vous avez l'horreur à Dunwich aussi. Vous aurez La couleur tombée du ciel, Les montagnes hallucinées. Everything Lovecraft qui sortira dans ce format. À la fin, vous aurez peut-être un joli coffret qui permettra d'avoir le truc ultime, hyper beau et tout. Je vous encourage vraiment à y aller parce que c'est... Moi, je vous avoue, je ne suis pas le plus gros lecteur d'imaginaire, donc je ne connais pas très bien tout ce qu'on fait chez Brajlon. Par exemple, je n'ai jamais lu David Gemmell, je n'ai jamais lu Terry Goodkind et tout. Je sais que c'est une hérésie pour les gens autour de moi dans cette boîte. Mais autant The Witcher et Patrick Rothfuss et tout, j'ai capté. Lovecraft, évidemment, parce que j'aime beaucoup. Mais je crois que c'est un de mes bouquins Brajlon, vraiment labellisé Brajlon, préféré depuis que je suis arrivé. En dehors de Death Stranding, mais qui est un bouquin particulier. Je trouve ça trop cool, ce format poche un peu différent là. 6,90 avec les effets de fab et tout. Enfin
voilà. Bref, allez choper ça. Et puis toujours le même effet de fab d'ailleurs. C'est pas tout à fait la même couleur, le nuancier n'est pas tout à fait le même. Mais on a l'adaptation illustrée de la première nouvelle de The Witcher de Sapkowski, illustrée par Timothée Montaigne, dessinateur du coup de BD franco-belge, que vous connaissez sûrement pour avoir travaillé avec Alex Alice sur le Troisième Testament, qui est du coup ici. C'est la nouvelle en entier. En fait, c'est exactement la même chose que François Baranger sur les Lovecraft, mais avec la première nouvelle de The Witcher. Et en fait, vous avez du coup la nouvelle illustrée. Chaque page est une énorme illustration. C'est fait c'est des originaux, des vrais tableaux originaux, sur toile et tout. Et voilà, c'est la première aventure de Geralt et tout. C'est super joli, il a fait un taf sur l'ambiance qui est magnifique. Et c'est très varié, un peu comme les Barangers, vous voyez, il y a plein de couleurs différentes et tout. Et alors, la première nouvelle de The Witcher, c'est pas la plus évidente pour capter toute l'essence de l'univers, mais maintenant que vous avez les jeux de CD Projekt et la série Netflix, honnêtement, vous ne devriez pas trop lutter pour la placer dans la frise chronologique de The Witcher, qui peut sinon être un peu confuse. Mais vraiment, voilà, Timothée a fait un super boulot, donc je tenais à vous le montrer aussi. Très belle fab, ça sort là, je crois que ça sort le même jour que Rick and Morty, c'est-à-dire le jour que je ne sais pas, mais bientôt. C'est 24,90 et c'est un très beau bouquin qui va très bien avec le Alice au Pays des Merveilles aussi qu'on avait fait de Lewis Carroll, qui est dans la même gamme. Et il y en aura d'autres dans cette gamme parce que vous aimez ça, vous avez adoré les Lovecraft et le Alice. Donc là c'est The Witcher et il y aura plein d'autres choses et pas forcément que des romans Brajlov ou livres de droit ou ce que vous voulez. Mais je n'en dirai pas trop, sinon mes collègues vont me tuer. Voilà pour cette vidéo, désolé c'était hyper long, désolé c'était hyper foutraque, il n'y avait pas beaucoup de préparation et je suis très en retard. Mais encore une fois merci si vous soutenez sur les tortues, merci de soutenir Invisible Kingdom, merci de soutenir Coyote, lisez The Few, je vous aime très fort, on se retrouve très bientôt, notamment pour la présentation de 10 Savage Shores. Et je compte sur vous aussi sur ce bouquin là, c'est important, je ne l'ai pas aujourd'hui, mais voilà, 10 Savage Shores ça va être une méga tuerie. Et on vous prépare plein de belles choses pour la fin d'année, parce que même si on n'a pas pu faire des dédicaces à cause de cette foutue maladie qui nous emmerde, on va réussir d'ici la fin de l'année à se rattraper et à annoncer de belles choses pour 2021. Ciao tout le monde, à bientôt, merci, bye bye. Merci Arnaud pour cette vidéo.